Salut les amis, deuxième partie de vidéo sur les portefeuilles des super investors. Donc on finira cette vidéo par Michael Burry et on commence par Viking Global Investors et on va voir un petit peu s'il y a eu des mouvements. Donc là c'est assez différent de ce qu'on a vu dans la vidéo précédente où il y avait eu assez peu de mouvements, plus de ventes que d'achats. Et là c'est le contraire, on a beaucoup de mouvements et beaucoup d'achats chez Viking Global Investors. Donc première position qu'ils ont, c'est Visa, ils ont rajouté 11% dessus. Et je trouve qu'en effet, il y a eu des moments au premier trimestre où Visa était à des valorisations correctes, surtout relativement au marché global. Donc ça, ok. Ensuite, il a rajouté 29% sur Workday. Donc Workday, ils font des logiciels pour que les entreprises gèrent leurs finances, leurs employés, etc. On va aller jeter un petit coup d'œil aux chiffres pour voir si ça peut m'intéresser ou pas. Déjà, on voit qu'il y a 94% de revenus récurrents, donc ça c'est un bon point. Et ensuite, si on regarde mes critères de qualité, donc il y a beaucoup de croissance du chiffre d'affaires et beaucoup de croissance du free cash flow. Donc ça, c'est vraiment le type de courbe idéale de chiffre d'affaires, donc une croissance exponentielle bien régulière. Si ensuite on regarde le free cash flow, c'est à peu près la même chose. Donc tout va bien à ce niveau-là, c'est intéressant. Ensuite, le ROCE, il est assez élevé, 19%, donc ça c'est bien aussi. Il y a peu de dettes, et par contre il y a pas mal de dilution. Donc on va aller regarder l'évolution du nombre d'actions. Donc il y a une dilution permanente, donc ça c'est pas idéal. Et dans ce genre de boîte, souvent c'est dû à des rémunérations en actions qui sont très élevées, donc on va regarder si c'est le cas ici. Donc on voit que en 2020, enfin ce qu'ils appellent l'année 2024, leur dernière année complète, ils ont donné 1,4 milliard de dollars à leurs employés sous forme d'actions. Et le problème, c'est que les rémunérations en actions sont quasiment toujours réintégrées au free cash flow, puisqu'ils considèrent que c'est pas une dépense vraiment en cash, mais en vrai, ça devrait plutôt être enlevé. Donc il y a plein de boîtes pour lesquelles c'est pas du tout gênant. Par exemple, Booking dans laquelle je suis investi, ou Visa, Mastercard, c'est des exemples typiques de boîtes pour lesquelles les rémunérations en actions représentent à peu près 5% du free cash flow, donc c'est négligeable, ça pose pas de problème. Et je peux même tolérer des pourcentages un peu plus hauts que ça. Et donc dans le cas de Workday, on a 1,4 milliard pour un free cash flow de 1,9 milliard. Donc là, on a c'est 75% du free cash flow qui est... Enfin, les rémunérations en actions représentent 75% du free cash flow. Et pour moi, des rémunérations en actions qui représentent une telle part de free cash flow, et au point où en plus, ça crée de la dilution pour les actionnaires, pour moi, c'est rédhibitoire, ça sort de mes critères d'investissement. Mais après, évidemment, Viking Global Investors, ils doivent le savoir. Et donc, ce serait intéressant d'aller chercher s'il n'y avait pas des articles sur pourquoi est-ce qu'ils investissent dedans. Après, c'est une boîte que j'ai trouvée que dans leur portefeuille à eux. Donc, pas l'impression qu'il y ait un consensus, contrairement à Visa qu'on retrouve un peu partout. Donc, voilà, pourquoi pas à étudier. Il y a des bonnes choses, mais les rémunérations en action faussent en fait quasiment tout, puisque en fait le vrai free cash flow c'est 25% des montants qui sont donnés. Donc voilà, en tout cas ils ont beaucoup renforcé ça, c'est leur deuxième position. Ensuite ils ont fortement renforcé Amazon, donc ils ont augmenté 40% leur position sur Amazon. Et Amazon c'est une boîte que j'ai pas en portefeuille, parce que je trouve qu'elle est dure à analyser et surtout dure à valoriser. Mais après si je regarde d'un point de vue on va dire intuitif au niveau consommateur et compréhension du monde on va dire, s'il y a une boîte que je vois bien devenir plus grosse capitalisation au monde, ce serait Amazon. Plus que Google, plus que Microsoft, plus que Apple, plus que Meta, etc. Mais voilà, dur à valoriser. Donc peut-être qu'un jour je me pencherai dessus. Et il y a un point que je trouve assez fou sur les finances d'Amazon, c'est l'évolution de leur marge brute ou grosse margin. Déjà parce que c'est rare de voir des telles hausses de la marge brute, et ça montre vraiment l'impact de l'évolution de leur business model. Donc on voit ici qu'en 2009 c'était 9% de marge brute, en 2012 25%, et on voit que ça monte très très vite, et on est aujourd'hui à 47% de marge brute. Et ça s'explique par le fait qu'au début quand Amazon ils se sont lancés, c'était du pur e-commerce, et au début il n'y avait pas la marketplace, donc c'était eux qui avaient des stocks et qui vendaient, donc business plutôt pourri par rapport à d'autres. Mais ensuite ils ont intégré la marketplace où ils prennent des frais sur ce que les gens vendent. Et puis ils ont rajouté Amazon Prime, donc abonnement. Ils ont rajouté AWS, donc du cloud. Et puis maintenant, il y a même la publicité. Et donc au fur et à mesure du temps, ils ont de plus en plus les chiffres d'une boîte de software. Donc voilà, je peux comprendre leur investissement dans Amazon. Ensuite, Philip Morris, on va regarder
rapidement, on va pas tous les faire, hein, sinon ça va être un petit peu long. Mais je pense que les autres ont fait moins de mouvements, donc profitons-en. Alors, Philip Morris, donc on voit qu'il y a un très bon ROCE, il n'y a pas de dilution et il y a des très bonnes marges, mais très peu de croissance, donc ça c'est typique des boîtes qui ont un moat qui est très fort, mais qui n'ont plus de possibilité de réinvestir pour avoir de la croissance, et qui n'ont pas non plus de croissance organique, et donc j'imagine qu'ils versent la totalité à leurs actionnaires sous forme de dividendes. Donc ouais, ils ont un dividende de 5%, donc plutôt très élevé. Après, le payout ratio, là, il est à 100%. Donc là, pour quelqu'un qui investirait dedans pour le dividende, faudrait vérifier, est-ce que là, c'est une année particulière qui fait que le payout ratio, cette année, il est à 100%, ou est-ce que c'est normal? Si c'est normal, pour moi, c'est problématique. Faut qu'il y ait un petit peu plus de marge, et là, ça rend le dividende moins safe. Voilà, en tout cas, c'est pas le genre de boîte qui correspond à mes critères. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ils ont réduit un petit peu leur position dans APG. Ça, j'ai regardé vite fait, c'est une entreprise qui vend des systèmes de sécurité anti-incendie, ce genre de choses, etc. Et après, il y a beaucoup de mouvements, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Ils ont rajouté beaucoup sur United Health, qui est une bonne boîte. Ils ont acheté du Microsoft, ils ont acheté Apple, ils ont réduit de moitié leur position dans GE. On avait vu dans la vidéo précédente, c'était Chris Hahn qui avait comme première position GE, donc qui avait spin-off une partie énergie, une partie santé, pour avoir au final seulement la partie aérospace. Et le dernier spin-off, il a eu lieu là il y a un mois, et donc eux là ils ont décidé maintenant de vendre la moitié de la position, etc. etc. Donc on va passer au deuxième, c'est Terry Smith. Terry Smith. Alors, là il y a eu beaucoup de ventes. Donc déjà regardons un petit peu les achats. Mettler Toledo International. On va regarder rapidement, je ne connais pas. Donc, bah ouais, c'est une entreprise qui répond pas mal à mes critères. Juste la croissance du chiffre d'affaires qui est assez faible, mais celle du free cash flow est très bonne. Le ROCE est très élevé, il y a assez peu de dettes, ils rachètent des actions et il y a des bonnes marges. Donc je vérifie que ce soit pas un truc à la Workday avec beaucoup de SBC. Donc 18 millions. Voilà, donc là ça n'a rien à voir. Les rémunérations en actions, c'est 18 millions pour un free cash flow de 860 millions. Donc là, il n'y a pas le problème qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est du vrai free cash flow. Donc là, ça peut être intéressant, je ne connaissais pas cette entreprise. Donc je vais d'ailleurs la mettre dans ma watchlist pour jeter un œil juste après. Hop. Et ensuite, alors il a rajouté à sa position dans Fortinet, qui représente maintenant plus de 2% du portefeuille. Donc c'est une entreprise que j'ai aussi, donc c'est plutôt rassurant. Et il a aussi rajouté à sa position sur Apple, mais ça représente que 1% du portefeuille. Et il a acheté Texas Instruments, et ensuite c'est des petites positions. Et après c'est beaucoup de petites ventes, donc c'est probablement pour rendre de l'argent à ses investisseurs. Et il a surtout enlevé 4% à sa position dans Microsoft, mais voilà, rien de fou à part ça. Ensuite, on va passer à Bill Ackman. Donc là, c'est un portefeuille très 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 concentré. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 positions. Et à part Google, il a des noms qu'on voit pas si souvent dans les autres portefeuilles. Et le seul mouvement qu'il a fait, c'est qu'il a réduit Chipotle. Donc on va regarder un petit peu, mais je pense que c'est une très bonne boîte, mais qui devait être un peu cher, je pense, ces derniers temps. Et donc la croissance est très élevée, il y a assez peu de dettes, ils ne diluent pas leurs actionnaires. La marge est assez faible, mais c'est de la restauration. Donc dans le secteur, ça doit même être plutôt pas mal. Donc c'est pas un problème. Et le ROCE, il est un poil faible, mais bon, 12%, il y a pire. On va regarder vite fait la valorisation, parce que je pense que c'est ça, le fait qu'il ait vendu une petite partie de sa position. Donc je vérifie qu'il n'y ait pas d'anomalie sur le dernier free cash flow par action. Donc je n'ai pas l'impression. Je sais pas si on met 12% de croissance. Ah oui, de toute façon on voit déjà là, au niveau des ratios, on voit que les ratios sont très très élevés. Donc je vais mettre maximum 30. Parce qu'une entreprise ne peut pas rester indéfiniment à des 65 fois le free cash flow. Et on voit qu'avec un price to free cash flow de 30 et une croissance de 12% par an à partir d'aujourd'hui, pour faire 13% par an, il faudrait que l'action perde 50%. Si je mets 18% de croissance, ouais, en gros là le marché il anticipe du 20% de croissance, quelque chose comme ça. Donc je peux comprendre qu'il ait vendu un petit bout. Mais voilà, bonne entreprise à part ça. Passons au quatrième. Ah, et j'ai oublié de dire les performances. Donc sur Viking Global Investors, j'ai pas trouvé. Sur Terry Smith, il fait 15,4% par an depuis 2010. Et Bill Ackman, il est à 17% par an depuis 2004.
Donc maintenant, Pollen Capital, c'est du 15% par an depuis 1979. Donc, voyons voir. Pollen Capital. Alors, pas mal de mouvements, un peu d'achat, un peu de vente. Donc on va regarder les plus gros mouvements. Donc il a réduit un petit peu Amazon, il a réduit un petit peu Microsoft, il a réduit un petit peu Google. Il a rajouté 15% dans Visa, donc on avait vu ça aussi chez Viking. Il a réduit un petit peu Netflix, un petit peu Mastercard, un petit peu Salesforce. Il a beaucoup rajouté sur ServiceNow, donc on va jeter un œil. J'ai jamais regardé celle-là. Donc au niveau de mes critères de qualité, croissance du chiffre d'affaires et du free cash flow très élevé, un très bon ROCE, aucune dette, un petit peu de dilution et des bonnes marges. On va regarder la même chose que tout à l'heure sur les SBC, 1,6 milliard pour 2,7 milliards de free cash flow. Donc là, on est quand même à plus de 50%. Donc ça fait quand même beaucoup, et ça fausse un peu les chiffres. Mais en tout cas, il a réduit la position de à peu près 30%. Ensuite, il a ajouté 60% à sa position dans Thermo Fisher Scientific. Donc à l'opposé de ce qu'avait fait Chris Hone, qu'on a vu dans la dernière vidéo, qui lui avait réduit de 50% la position. D'où le fait d'ailleurs de ne pas recopier aveuglément les transactions d'un investisseur pro comme ça, puisque même entre eux, ils peuvent ne pas être d'accord, et ils peuvent très bien tous surperformer tout en n'étant pas d'accord. Donc voilà, c'est plus vraiment pour prendre des idées, et pour aller ensuite creuser et se faire son propre avis. Ensuite, il a rajouté un peu sur Abbott Labs, un tout petit peu sur Airbnb, et puis il a pas mal réduit Adobe, et ensuite c'est des positions plus petites. On va maintenant passer à l'avant-dernier, c'est Dev Contessaria de Valley Forge Capital Management, qui lui fait du 15% par an depuis 2007. Donc là, portefeuille très concentré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 positions. Et avec quasiment aucun mouvement, il a juste réduit très légèrement sa position dans Ferizac. Donc il n'y a absolument rien à en conclure, hein. D'une vente de 2,53%. D'ailleurs, je dis 8 positions, mais les deux dernières, elles sont tellement petites qu'au final, il a quasiment les 3,7 milliards de ses clients sur 6 positions. Donc c'est le plus concentré de tous ceux qu'on a vus, avec 30% uniquement dans Ferizac. Et on voit qu'il a quasiment que des monopoles et duopoles. Donc FICO, c'est eux qui donnent les notes de solvabilité aux États-Unis. Je crois qu'ils sont tout seuls là-dessus. Mastercard, Visa, duopole. S&P Global, Moody's, duopole. Intuit, je sais pas s'ils sont en monopole ou duopole. Et c'est pas le seul à avoir cette stratégie. Chris Hone, il fait ça aussi, et d'autres dans ce style-là. Donc choisir d'investir principalement dans des monopoles et duopoles, ça peut être un critère, un bon critère dans sa stratégie. Et juste avant de passer à Michael Burry, ce qu'on voit jusque-là entre tous les investisseurs qu'on a vus, c'est que il y a vraiment différents niveaux d'activité. Il y en a qui sont très actifs, ils ont fait plein d'achats, plein de ventes sur un même trimestre. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus opportunistes, c'est-à-dire ils ne font rien ils peuvent ne rien faire hein, pendant des mois et des mois. Et au moment où il y a une bonne opportunité qui apparaît, là ils investissent des gros paquets. Et vu leur performance, ils montrent que les deux stratégies peuvent être viables. Et sur YouTube, ce qui est mis en avant, je trouve, c'est plus le fait d'investir régulièrement tous les mois. Mais de mon côté, je pense que j'ai quand même plus un petit penchant pour la stratégie opportuniste. Donc plus comme Dev Contessaria de Valley Forge. Et c'est aussi plus proche de ce que dit Warren Buffett par exemple. Mais voilà, apparemment les deux peuvent marcher tant qu'on n'achète pas n'importe quoi à n'importe quel prix. Et passons maintenant à Michael Burry. Alors Michael Burry, je vous avoue que je le mets dans la vidéo parce que... je sais pas, tout le monde veut connaître les transactions de Michael Burry, mais je lui accorde pas vraiment de crédibilité. En fait, je ne tire aucune information des transactions de Michael Burry. Donc j'ignore ses achats, j'ignore ses ventes. Il est connu surtout pour avoir fait un coup, mais au final, je sais pas quelle est sa performance long terme. Et ça m'étonnerait pas du tout qu'elle soit inférieure à celle des autres investisseurs qu'on a vus dans cette série de vidéos. Donc regardons quand même un petit peu. Donc déjà on voit qu'il est très positif sur la Chine, donc il a racheté 80% à sa position sur JD.com, il a rajouté 67% sur Alibaba. Ensuite, beaucoup d'entreprises que je connais pas du tout. Il a racheté 25% sur Citigroup et il a acheté du Baidu, donc entreprise chinoise aussi. Mais après, quand on regarde son activité, on voit que son portefeuille, voilà, il peut changer du tout au tout en l'espace d'un trimestre. Parce que, on voit qu'il a totalement vendu. En fait, la plupart de ses positions, il a totalement renouvelé en fait son portefeuille. Donc il a vendu totalement Oracle, il a vendu totalement CVS Health, Alphabet, Amazon, Booking, etc. Donc voilà, il ne faut pas prendre les achats de Michael Burry comme des convictions, surtout pas des convictions long terme, puisque trimestre suivant, on pourrait se rendre compte qu'il a totalement changé son portefeuille. Donc voilà, je n'en tire pas grand-chose, et je pense pas que ce soit une super idée de beaucoup s'inspirer de lui. Conclusion sur tout ce qu'on a vu. Donc il y a une partie de ces investisseurs qui ne font quasiment pas de transactions en ce moment. Donc il y a par exemple Dev Contessaria
qui a quasiment rien fait. Terry Smith, pas grand-chose non plus. Bill Ackman, pas grand-chose non plus. Chris O n'avait pas fait grand-chose non plus, voire rien. Et après, sur ceux qui ont fait des mouvements, un consensus que je vois, c'est qu'il y en a pas mal qui avaient l'air de considérer que Visa, c'était pas mal au premier trimestre. Il y a eu quand même plusieurs achats de Visa, alors que par exemple, il n'y a eu aucun achat sur Mastercard. Donc ça me conforte aussi dans le choix que j'avais fait. Et j'avais choisi plutôt Visa là quand j'ai investi récemment, parce que je trouvais que Mastercard avait un niveau de valorisation qui n'était pas justifié par rapport à la différence entre les deux. Je trouvais que Visa était plus intéressant à ce moment-là. Et sur le reste, pas vraiment de consensus évident. Certains ont un peu renforcé, Microsoft, Meta, Google, Amazon, ce genre de boîtes-là. Mais d'autres ont réduit leur position là-dedans. Donc on sent quand même qu'on est plutôt dans une phase d'attente, comme au trimestre précédent, avec assez peu d'activité. Donc une phase plutôt calme pour eux, contrairement à l'excitation qu'on peut sentir chez les investisseurs particuliers. Je trouve qu'on sent beaucoup, par exemple sur Twitter en ce moment. Et comme entreprise intéressante que je connaissais pas, j'ai noté seulement MTD, donc Mettler Toledo, que Terry Smith a acheté. Et pour terminer, je vous rappelle que vous pouvez essayer gratuitement pendant 7 jours Graham, le site que j'ai développé pour faire mes propres analyses et que je vous ai montré pendant cette vidéo. Donc pour l'essayer, c'est le premier lien en description et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus.